Je dois vous dire très franchement qu'après la semaine qu'on vient de vivre, je reste sur un sentiment quand même super mitigé. D'un côté, on est resté indubitablement impressionné par la qualité des résultats de ceux qui publient en ce moment et du peu de reconnaissance qu'ils en retirent. Et de l'autre côté, je dois dire que je suis bluffé par la violence des ventes qui sont effectuées lorsqu'une société déçoit un tant soit peu sur ses annonces trimestrielles. Après, l'autre point qui reste quand même incroyable, c'est cette capacité à ne pas vraiment vouloir baisser, tout en donnant l'impression que le marché n'en peut plus, et tout en observant les signaux de surévaluation qu'on connaît tous à l'heure actuelle. L'IA reste clairement le centre des préoccupations des investisseurs, et rater la prochaine vague technologique semble être plus préoccupante que le risque de se faire défoncer le portefeuille sur une vague de vente impromptue et déclenchée sur un choc qu'on n'avait pas vu venir, ce qu'on appelle un choc exogène. Et si on prend un peu de recul, la semaine qui vient de s'écouler donne l'impression qu'on ne sait plus trop où on en est. Le shutdown est toujours en cours, on voit pas trop quand c'est que ça va se terminer, et même si ça va se terminer avant Thanksgiving, le marché veut toujours croire que ça n'a pas d'impact sur l'économie réelle, parce qu'après ça finit toujours par repartir de toute façon, et c'est ce qu'ils disent dans les livres, même si dès mardi qui vient, on entrera dans une nouvelle ère, la plus longue période de shutdown de l'histoire des États-Unis. Et en attendant, on n'a toujours pas le bilan de santé de l'économie. L'inflation a l'air sous contrôle, mais lorsqu'on écoute le feedback de Main Street, on n'est pas sûr que ça soit vraiment ressenti dans le cœur de la population. L'emploi ne va pas si mal que ça. Enfin, c'est Powell qui l'a dit, c'est juste lui qui l'a dit, mais on ne sait pas trop sur quel chiffre il se base. Et une chose est sûre, les vagues de licenciements s'intensifient et personne n'en parle trop fort dans les médias financiers. Ça, c'est juste histoire de ne pas vouloir déranger. Et puis alors, finalement, nous sommes au plus haut de tous les temps, ou presque au plus haut de tous les temps. Mais on sent quand même comme un peu de fatigue, même si on veut croire que tout va bien se passer. Mais d'ailleurs, il y a intérêt à que ça se passe bien, parce que si ça commence à baisser pour de vrai, avoir l'état des achats en marge et l'endettement de certains investisseurs, on peut craindre un effet boule de neige de derrière les fagots. Mais là n'est pas le sujet. Je m'emballe comme d'habitude. On va faire le tour de ce qui s'est passé cette semaine, parce que c'est pour ça qu'on est là ce samedi matin. Bref, les USA sont montés, la Suisse a vécu une semaine pourrie, Trump est copain avec Xi et Powell a baissé les taux, mais c'est pas sûr que ça continue. Et bienvenue dans ce Swiss Bliss, nous sommes le 1er novembre 2025 et je suis Thomas Veillet. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, on est tous d'accord, il s'est passé plein de trucs cette semaine. En plus, si vous avez regardé tous les Morning Bull Live de la semaine, vous savez déjà presque tout. On pourrait pratiquement bâcher là tout de suite. Mais bon, on va quand même essayer de faire un truc super simple. Tout d'abord, on va commencer sur les 5 résultats les plus importants, puisque c'était les 5 Magnificent Seven qui ont publié cette semaine. Google a fait un carton, les analystes ont adoré, mais vraiment adoré, c'était super encensé. Par contre, finalement, le titre est à peine monté. Microsoft a publié des chiffres stellaires qui frisent de mythique. Tout le monde a trouvé ça absolument génial et fantastique. Mais par contre, alors, la guidance était moyenne, pile au milieu de la fourchette des attentes. La punition a donc été exemplaire et le titre s'est fait allumer tout le reste de la semaine. Et si ça se trouve, c'est pas terminé. Comme quoi aujourd'hui, il faut pulvériser les attentes et en plus annoncer que l'avenir est un immense tapis rouge sur lequel on se fait arroser de champagne quand on passe dessus. Sinon, ça ne va pas, ça ne suffit pas. L'investisseur est devenu exigeant. Et puis Apple a fait très bien, mais très chiant avec la Chine qui va mieux. Merci au soutien du Parti communiste chinois. Ça a d'ailleurs très bien ouvert vendredi matin, mais finalement, on termine plus bas qu'avant la publication des chiffres, ou presque. Comme quoi, aujourd'hui, il faut marcher sur l'eau à la publication des chiffres, sinon ça ne plaira pas. Meta a publié des bons chiffres en relatif, mais ils ont pris une charge fiscale monstrueuse à cause d'une des lois Trump et ils ont annoncé des investissements monstrueux également dans l'intelligence artificielle. De trop gros investissements. Le marché a détesté et il l'a bien fait comprendre à Mark Zuckerberg. Meta a perdu 15% sur la semaine. Et je précise quand même qu'historiquement parlant, chaque fois que Wall Street a reproché sa stratégie à Zuckerberg, c'est pas Zuckerberg qui s'est planté. Et puis il y avait Amazon. Alors Amazon, ils ont explosé les attentes, même si le cloud est un tout petit peu à la traîne. Ils ont annoncé des investissements supplémentaires dans l'IA. Mais chez eux, c'était une bonne stratégie, contrairement à Meta. Mais c'était bien aussi parce qu'ils ont licencié en masse. Bref, Amazon, c'est le grand gagnant de cette semaine de publication des Mag 7, même si vendredi, il y avait quand même pas mal de vendeurs et de doutes qui circulaient
dans le marché. Après, si on doit tirer des conclusions de ce qui se passe en ce moment, je dirais que les mauvais chiffres ou les déceptions sont sévèrement sanctionnés et que les bons, voire les excellents chiffres, sont péniblement salués. Pour qu'un titre explose, il faut offrir du fantasme, de l'espoir sur l'avenir. Ça a bien fonctionné cette semaine dans le domaine de la santé. Ou alors il faut surprendre à la hausse, comme Caterpillar par exemple. Globalement, je vous le disais en ouverture de cette vidéo, le marché est devenu pinailleur, exigeant et très pointilleux sur les publications trimestrielles. Ça ne rigole plus. Mais par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, elles sont bonnes, ces publications trimestrielles, voire excellentes. Mais comme il disait dans Les Bronzés font du ski... Bon, scusate, ma comincio a sentire la fatica, Sì. Buonanotte. Et puis alors, on avait la Fed. Alors là, je vais pas vous refaire le film. Powell a baissé les taux, comme prévu. Il a dit qu'il était toujours data dependent, comme prévu. Il a dit qu'ils étaient pas tous d'accord sur les 25 basis points, comme prévu. Il a dit que l'inflation était plus ou moins sous contrôle, comme prévu. Et il a dit que la baisse de décembre n'était pas encore garantie. Alors ça, c'est pas comme prévu. Par contre, c'était un tout petit peu plus embêtant. En résumé, on savait que les taux allaient baisser. On ne pensait pas qu'il dirait que la suite n'était pas garantie. Et les 6 prochaines semaines seront donc dévolues à l'analyse des chiffres macro pour savoir ce que Powell va décider. Sauf que tant qu'il y a le shutdown, eh ben, on n'aura pas de chiffres macro. On va donc bien se marrer à interpréter les chiffres que l'on ne regarde même pas d'habitude et à en tirer des conclusions à 2 balles sur ce que va éventuellement peut-être pouvoir faire Jérôme Powell au mois de décembre. Ou alors ce qu'il ne va pas faire. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait une partie de Colin Maillard. Une partie de Colin Maillard, vous savez, c'est ce vieux jeu d'enfant où l'un des participants a les yeux bandés et doit attraper les autres uniquement à l'oreille ou au toucher. Pendant ce temps, les autres se déplacent en silence et en rigolant pour éviter de se faire attraper. Autrement dit, c'est un jeu de désorientation et de bluff où celui qui cherche tâtonne dans le vide pendant que tout le monde s'amuse à le contourner. C'est une métaphore parfaite de la géopolitique actuelle. Trump, Xi, Powell, les marchés, tout le monde avance à tâtons, les yeux bandés, persuadé d'avoir attrapé la vérité, alors qu'en réalité, on brasse de l'air tellement fort qu'on pourrait charger une Tesla avec l'énergie qu'on produit. Bon, une petite Tesla. Ce qui nous mène donc logiquement à Donald Trump. Donald Trump vient donc de terminer sa grande tournée asiatique. Japon, Corée du Sud, Chine, et disons-le clairement, il a fait du Trump un show, des deals et un sens inné du timing médiatique. Mais derrière le cirque diplomatique, il y a une vraie manœuvre géopolitique bien huilée. Réaffirmer l'influence américaine en Asie, contenir la Chine et s'offrir un petit peace moment avant la prochaine tempête. Tout a commencé à Tokyo, où Trump rencontre la première ministre japonaise, Sanae Takaichi. Les deux signent un pacte commercial XXL, réduction des tarifs américains sur certains produits japonais, en échange d'un investissement massif du Japon aux États-Unis. On parle de plus de 500 milliards de dollars. Les Japonais ont un peu l'impression de s'être fait balader sur ce deal, mais c'est pas le moment de fâcher l'agent orange. Et surtout, un accord clé sur les terres rares, ces minerais indispensables qu'on ne présente plus, indispensable aux technologies modernes. L'idée est sécuriser des approvisionnements hors de Chine. Ils l'ont déjà fait avec l'Australie. Côté défense, le Japon promet d'augmenter encore ses dépenses militaires et de renforcer l'alliance stratégique avec Washington. En clair, Trump repart du Japon avec un chèque, un accord minier et un allié plus que fidèle. On pourrait même dire plus qu'un allié, un gentil toutou obéissant. Ensuite, direction Séoul, où le président américain a déployé son sourire carnassier. Résultat, un nouvel accord commercial qui allège les tarifs sur les voitures coréennes importées aux États-Unis et, en échange, des promesses d'investissement colossaux de Séoul dans l'industrie américaine. Cerise sur le kimchi, Trump annonce que la Corée du Sud construira un sous-marin nucléaire sur sol américain, un symbole fort du renforcement militaire américain dans la région. Message implicite, la Corée est avec nous, pas avec la Chine. Mais le clou du spectacle, c'est évidemment la rencontre avec Xi Jinping à Busan. Première poignée de main depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche et surprise, au lieu de s'écharper, les deux hommes s'offrent une trêve commerciale. Trump accepte de réduire certains tarifs sur les produits chinois, notamment liés au fentanyl, et Xi promet d'acheter davantage de soya américain, de ne pas restreindre les exportations de terres rares pendant un an et de coopérer sur la lutte contre le trafic de fentanyl. Autrement dit, pause café dans la guerre commerciale. Rien n'est vraiment réglé, on est d'accord. On n'a pas parlé de Taïwan, pas parlé de propriété intellectuelle et technologique qui reste vachement explosif, mais chacun repart avec un trophée politique pour ramener chez soi. Sur les marchés, cette tournée est accueillie comme une bouffée d'air frais, le risque géopolitique recule dans tout petit cran, les investisseurs espèrent un apaisement temporaire dans la guerre des blocs et les matières premières stratégiques respirent. Mais attention, c'est pas une paix durable, c'est juste une trêve tactique. Le dealmaker de Washington a pour l'instant troqué la menace de sanctions contre la promesse d'investissement. En résumé, Trump a marqué des points, Xi a gagné du temps et le monde peut souffler quelques semaines
avant la prochaine crise. Parce qu'avec Trump, la diplomatie, c'est comme Wall Street, hein. Ça monte, ça descend, mais on ne sait pas trop où ça va à la fin. On notera que la BCE n'a rien fait sur les taux et qu'elle n'a rien dit non plus et que le Japon s'envole à cause de sa nouvelle première ministre, mais que l'inflation s'envole aussi et qu'un jour, la BOJ va quand même devoir agir. Et ce jour-là, aïe aïe aïe. En Suisse, les perspectives économiques s'éclaircissent selon le baromètre conjoncturel du COF au mois d'octobre qui est ressorti meilleur que prévu. Cela suggère donc un regain d'activité et un climat des affaires plus favorable après plusieurs mois de ralentissement. Et puis vendredi, on a appris que le commerce de détail en Suisse a retrouvé de l'élan en septembre. Après un mois d'août plus faible, les chiffres de l'OFS précisent que les ventes corrigées des effets calendaires ont progressé de 0,7% sur un an, et ce rebond reflète un certain redressement de la consommation intérieure, malgré un contexte économique encore fragile. En conclusion, on peut dire que la semaine a été contrastée sur les marchés. D'un côté, des résultats d'entreprises solides, parfois excellents. De l'autre, une hypersensibilité des investisseurs qui sanctionnent violemment la moindre déception. La Fed a bien baissé ses taux, mais a refroidi l'ambiance en laissant planer le doute sur la suite. Résultat, tout le monde essaye d'interpréter les signaux macro pour comprendre ce qui se passe, alors qu'avec le shutdown, on avance à l'aveugle. Trump, lui, a fait le show en Asie, Japon, Corée, Chine, enchaînant deal et trêve commerciale avec Xi Jinping, sans rien régler en profondeur. Les marchés ont accueilli ça comme une bouffée d'air frais, sans vraiment y croire. L'IA reste donc l'obsession centrale, moteur de tous les fantasmes et des prochaines bulles. Et aux États-Unis, la fatigue se fait sentir malgré des records boursiers encore une fois. En Suisse, petite éclaircie, le baromètre du COF progresse et le commerce de détail rebondit, mais globalement, la nervosité domine. Le marché ne veut pas baisser, mais il ne sait plus pourquoi il monte. Bref, tout le monde avance, les yeux bandés, en espérant ne pas se prendre un mur en pleine face. On attaque avec les performances de la semaine. Vous le voyez, le Nikkei prend 6,3%, les semi-conducteurs plus 3,6%, le Dow Jones des transports plus 2,82%, le Nasdaq plus 2,24%. Clairement, les Américains s'en sortent bien, les Japonais aussi, peut-être trop les Japonais, je viens d'en parler. Mais je pense qu'il faut faire très très attention à ce qui se passe au Japon. On est en plein délire et il y a bien d'autres problèmes économiques qu'on refuse de vouloir régler, type l'inflation qui repart à la hausse alors que la BOJ tient absolument à garder les taux bas. Le pétrole patine dans la semoule, le Bitcoin repère un petit peu, le DAX est en baisse légèrement, le CAC aussi, et le SMI se prend une taux de 2,74%, moins pire que l'or sur la semaine. Dans le SMI, c'est les résultats qui l'emportent. Carton plein chez le JTEC, on va y revenir. Amrise aussi plutôt positif. UBS Group qui a publié des bons chiffres sont dans le vert pour la semaine. Et de l'autre côté, les pharma toujours sous pression. Novartis, malgré des très bons chiffres, qui ont racheté encore une boîte aux États-Unis, eh bien, termine en baisse de 4,62. Quand vous avez Novartis et Roche qui perdent quasiment 5% tous les deux, c'est difficile de monter. Lonza a perdu 5% après une bonne semaine la semaine précédente. Et Sika a perdu 11% quasiment après avoir publié ses chiffres il y a une semaine, vendredi, des chiffres en dessous des attentes et ils se sont fait downgrader par tout le monde durant la semaine. Donc grosse chute de Sika qui abandonne 10,68% sur la semaine. En ce qui concerne le SMI, alors vous voyez notre tendance de fond ici existe toujours. Vous voyez notre SMI qui se redégonfle et qui revient gentiment sur les supports plus ou moins à long terme. Il va falloir faire très attention en regardant les 12 000, hein, clairement. Si on vient tester ça, il faut que ça tienne. Mais je pense que ce sera quand même globalement un plutôt bon niveau d'achat, sachant que finalement, sur les très bons chiffres de Novartis et relativement bons chiffres de Roche, le marché n'a pas aimé depuis quelques temps. Mais je pense qu'il y aura des bons niveaux d'achat au retour des 12 000 sur le SMI. Le S&P 500, toujours dans sa tendance haussière. Donc là, il n'y a absolument rien à dire. Alors là aussi, attention, vous voyez que on a l'air d'avoir fait un top malgré toutes les bonnes nouvelles qu'on a eues cette semaine. C'est pas exclu qu'on revienne chercher les bas du range, revenir se poser sur la moyenne mobile des 50 jours qui passe par les 6640. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, on pourra toujours dire que le trend haussier est toujours intact. Nasdaq, c'est pareil, mais on est encore plus haut. Alors on a été soutenu par les techs américaines, bien sûr, qui malgré des bons chiffres et des bonnes nouvelles ont un peu souffert. Mais là aussi, un moyenne mobile des 50 jours, 24 500 sur le Nasdaq, support à la baisse. Pour l'instant, on est en train d'essayer de casser à la hausse sur le Nasdaq. Il y a encore beaucoup de chiffres qui sortiront la semaine prochaine. Peut-être que ça nous permettra d'aller voir un petit peu plus haut, mais on sent, comme je vous le disais avant,
qu'on est un tout petit peu fatigué quand même. Un qui est pas fatigué, c'est le SOX, hein, puisqu'on termine quand même la semaine au plus haut de tous les temps en relatif par rapport à la semaine dernière. Donc explosion. Là aussi, les chiffres qui sortent continuent à pousser à la hausse. Ça va plutôt pas mal du côté du SOX. Mais là aussi, attention, hein, on a l'impression qu'on arrive un petit peu topiche. Et le SOX, s'il commence à corriger, il peut rapidement perdre 600 points. Donc vous voyez, moi, je suis pas un grand fan de ces trois petites îles là qu'on a créées ces derniers jours. On voit que le marché, il hésite et qu'il trouve plus vraiment la direction qu'il doit prendre. Enfin, il trouve plus vraiment les raisons pour pouvoir continuer à monter. C'est le sentiment que ça donne. L'Allemagne, ça pétouille aussi. On teste la moyenne mobile des 50 jours. Attention à une cassure éventuelle. Derrière, ça peut nous amener rapidement à aller rechercher les lows autour des 23 000 sur le DAX. Et le CAC 40, on a essayé de casser les plus hauts de tous les temps. On les a fait. Et maintenant, on a rejeté pour l'instant ces plus hauts. Donc, vous voyez qu'il est représenté par cette droite horizontale. Voilà, maintenant, on a fait des nouveaux plus hauts dans cette zone-là. Mais on n'arrive pas à aller vraiment plus loin. Il y a quand même une forte probabilité qu'on puisse revenir chercher la moyenne mobile des 50 jours, 7934. Vous voyez qu'on a laissé un gap là derrière qui pourrait nous justifier une éventuelle baisse par ici. J'ai envie de dire que quand on regarde un peu les graphiques globalement, que ce soit le DAX, le S&P 500, le SOX, on a quand même le sentiment qu'on est un petit peu overextended et qu'il pourrait à très court terme voir une correction qui nous ramènerait tout simplement sur les moyennes des mobiles des 50 jours que l'on voit sur le graphique ici en ce moment. L'or qui hésite, or qui est revenu pour l'instant au-dessus des 4000, mais on a fait une brève incursion sous les 4000 la semaine dernière. Alors je discutais avec un copain la semaine dernière à propos de l'or justement, et lui me disait qu'il entendait de plus en plus les gens venir dire que finalement l'or était peut-être le moyen de se hedger contre la bulle de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, on a l'impression aussi que la plupart des gens sont tellement chargés en or et en IA que si vraiment il y a un des deux qui claque, les deux vont s'entraîner à la baisse. Et je ne suis pas sûr qu'avoir de l'or, ça va vous protéger contre une éventuellement baisse des marchés violente sur l'IA. Surtout que si l'IA commence à lâcher, ça risque d'être très très fort. Et je suis pas sûr que l'or suffira pour compenser. Le pétrole qui ne fait strictement rien pour l'instant, on est malheureusement en dessous des 61,50. J'aurais préféré qu'on termine plutôt la semaine en dessus. Vous voyez qu'autant les marchés pour l'instant regardent les moyennes mobiles comme un support, là c'est une résistance pour le pétrole. Donc à surveiller cette cassure 61,96 sur la moyenne mobile des 50 jours. Si on casse à la hausse, le pétrole aura de nouveau la possibilité de rebondir. Sinon, on peut retourner chercher les 56. Du côté des vedettes de la semaine, Novartis nous a sorti un très bon trimestre, 3,93 milliards de bénéfices nets, 13,9 milliards de ventes et une marge de stable de 39%. Mais comme d'habitude, le marché voulait du génial, pas du solide. Résultat, le titre a perdu jusqu'à 4%. Les stars du moment s'appellent Tiscali, Kesimpta, Pluvicto, pendant qu'Entresto se fait grignoter par les génériques aux States. Pas grave. Vas Narasimhan, le CEO, reste confiant. La croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices va continuer en 2026. La recette pour l'instant, c'est acheter tout ce qui bouge. Dernier deal en date, la biotech américaine Avidity pour 12 milliards et ils ont finalisé le deal avec Tourmaline. Novartis relève même sa cible de croissance 2025-2029 à plus 6% par an. En gros, du solide, des deals, un patron sûr de lui, mais un marché qui fait la gueule. Résultat, très bon trimestre, mais alors pas du tout assez sexy pour Wall Street. Vous voyez le graphique, on est revenu dans notre tendance latérale ici. Alors perso, j'aimerais bien vraiment qu'on ait cherché les 96,20 sur Novartis pour pouvoir la racheter. Mais je pense que globalement, vu les chiffres, à ce niveau-là, pour moi, dans cette zone-là, c'est un cadeau. Je pense qu'on va retourner très bientôt, voir les 105 plus haut. Gros support, donc pour moi, à 96,11. J'ai envie de dire, pour ceux qui maîtrisent la situation, je vendrais des puts avec un strike 95, parce que vraiment toucher du Novartis à ce prix-là, vu la qualité des chiffres, ça me paraît plutôt pas mal, et j'avoue que j'ai un peu de peine à comprendre la baisse de la semaine dernière. Straumann a sorti un trimestre solide comme un implant en titane, chiffre d'affaires en hausse de 8,3% à 602 millions, tiré par une Europe, Moyen-Orient, Afrique, plus 11% en pleine forme. Sur 9 mois, les ventes dépassent 1,9 milliard, soit plus 10%, au-dessus des attentes des analystes. Selon l'ombre au tableau, la Chine, encore elle, ralentie par le programme d'approvisionnement étatique. Selon l'ombre au tableau, la Chine, encore elle, ralentie par le programme d'approvisionnement étatique qui pèse sur les prix et les commandes. Le patron Guillaume Daniello prévoit un creux jusqu'à début 2026 avant une reprise
progressive. Le groupe confirme ses objectifs de 2025 avec une croissance de 7 à 9%, marge en hausse et accélère dans l'orthodontie, partenariat avec le chinois Smarty, transfert de la production ClearCorrect en Asie et intégration d'IA via Dental Monitoring. Résultat, les investisseurs ont adoré. Le graphique se passe de commentaires, vous le voyez, donc très bon chiffre en général et explosion. Alors techniquement, il n'y a pas grand chose à dire. On va dire que si on veut tirer des traits pour faire joli et faire genre je m'y connais en analyse technique, eh bien vous voyez qu'on a cassé la tendance baisse descendante à très court terme sur Straumann, donc c'est plutôt encourageant. On peut espérer un retour sur les 110 ces prochains temps, une fois que les analystes auront corrigé leurs objectifs et leurs targets à la hausse. Logitech a sorti un trimestre bien musclé, chiffre d'affaires en hausse de plus 6% à 1,19 milliard et un bénéfice net en progression de 17% à 170 millions si on regarde en GAAP, ou alors à 215 millions si on regarde en non-GAAP. L'entreprise explose les attentes du marché, notamment sur la rentabilité, malgré des droits de douane américains qui ont un peu grignoté la marge brute. On a 43,8%. L'EBIT ajusté bondit de 19% à 230 millions, largement au-dessus du consensus. En clair, les analystes tablaient sur du correct. Logitech a livré du très bon. Pour la suite, la direction reste confiante mais prudente. Elle vise entre 1,375 et 1,415 milliards de dollars de ventes au prochain trimestre, avec une hausse entre plus 3 et plus 6%, et un EBIT entre 270 et 290 millions. Bref, un trimestre bien câblé, bien connecté, où tout le monde, sauf les marges, et un management qui joue la carte du réalisme dans un marché mondial toujours un peu capricieux, et surtout qui se frotte les mains avant la période du shopping de fin d'année. Voilà, Logitech, ça se passe de commentaires, j'ai envie de dire, de toute façon, ça finit toujours par remonter. Alors vraiment, c'est assez impressionnant le retour de ces derniers temps, et les chiffres ont été extrêmement bien pris. On a tout cassé les résistances court terme, sur les 2 dernières années sur Logitech. Bah voilà, la grande question c'est est-ce qu'on peut aller rechercher les 125 ces prochains temps? Ça va être très très dur, mais on arrive aussi dans la bonne période pour Logitech comme on vient de le préciser. UBS vient de signer un trimestre de patron, le genre de publication qui fait sourire Hermotti et transpirer la concurrence. Il n'y a plus de concurrence en Suisse de toute façon. Le bénéfice net grimpe à 2,5 milliards, soit plus 74%, et le résultat avant impôt atteint presque 3,6 milliards, une fois les éléments exceptionnels retirés. En clair, la machine à cash est de retour, bien huilée, et pas seulement grâce aux économies réalisées sur le dos du Crédit Suisse. Les revenus totaux dépassent 12,7 milliards en hausse de 3%, tandis que la division Wealth Management continue de gober des fortunes du monde entier, plus 38 milliards de net new money, 92 milliards depuis le début de l'année. L'UBS a littéralement rebranché le tuyau sur les coffres. L'intégration de Crédit Suisse avance plus vite que prévu. 2/3 des comptes déjà transférés, près de 10 milliards de dollars d'économies de coûts réalisés et un chantier de fusion qui roule un trimestre en avance sur le calendrier. C'est propre, méthodique, presque suisse. Oui, en fait, c'est suisse, quoi. Bref, l'UBS sort d'une année d'intégration chaotique et affiche un trimestre de renaissance assumée. C'est pas encore le triomphe, mais on sent clairement le virage de pompier de crise. La banque est redevenue un stratège. Petit point de situation sur les AT1. La banque veut que le tribunal fédéral suisse tienne compte de son point de vue dans le feuilleton des fameux 16 milliards de francs d'obligations AT1 de Crédit Suisse, ceux qui ont été purement et simplement vaporisés lors du rachat. La FINMA, le gendarme financier, a vu sa décision d'annuler ses titres retoqués par le tribunal administratif et elle a fait appel. UBS, elle monte au créneau pour rappeler que cette annulation faisait partie du deal de sauvetage et que tout était légal, contractuel et surtout indispensable pour éviter que le navire Crédit Suisse ne coule. En clair, UBS a dit on a respecté les règles, on a sauvé le système et maintenant laissez-nous bosser tranquille. Et derrière ce ton poli, on sent le message subliminal touché aux AT1, c'est touché à la crédibilité du marché suisse et ça UBS ne laissera pas faire. Oui, et puis en même temps, si on peut éviter de rembourser 16 milliards, ce sera un peu couillon de s'en priver. Le chart, pour l'instant, vous le voyez, on n'est pas encore revenu au plus haut de tous les temps. Vous voyez que les résultats ont été très bien pris, mais très mal digérés, un peu à l'image de tout ce qu'on voit en ce moment. On a des très bons chiffres, on a des très bonnes nouvelles, mais finalement, quand ça veut pas, ça veut pas. Vous voyez qu'on a bondi sur les publications, on a été chercher la moyenne mobile des 50 jours, et bam, retour à la case départ. Donc c'est un petit peu à l'image de beaucoup de chiffres qui ont été publiés cette semaine. Des très bons chiffres, des très bonnes nouvelles, des très bons commentaires de la part des analystes, mais finalement,
ça suit plus. Sando a sorti un troisième trimestre plein de dents blanches et de marges grasses. Le chiffre d'affaires grimpe à 2,8 milliards de dollars, en hausse de 6% avec un moteur très bien huilé. Les biosimilaires, ces copies légales de médicaments stars qui cartonnent avec une croissance de plus 13% et même plus 17% si on enlève les effets d'acquisition. Les génériques font leur job, plus 3%, mais c'est clairement les biosimilaires qui mènent la danse, notamment le Pyzchiva, copie du Stelara de Johnson & Johnson, et le Tyruko, version du Tysabri de Biogen, qui explose en Europe. Résultat, Sando relève sa marge d'EBITDA cible à 21-22%, prouve que le mix produit devient plus rentable. Les trois zones géographiques sont dans le vert, Europe plus 6%, Amérique du Nord plus 7%, international plus 4%. Même les petits couacs aux States, avec le retrait de Cimerli et la guerre des prix sur les biosimilaires d'Humira, sont compensés par de nouveaux lancements prometteurs. Derrière tout ça, un pipeline de 27 biosimilaires visant 200 milliards de dollars de marchés originaux. Autrement dit, Sando a du carburant pour des années. L'action a d'ailleurs pris 2% après la publication, preuve que les investisseurs adorent les clones, surtout quand ils rapportent gros. Là aussi, le chart se passe de commentaires, ça cartonne, tout va bien chez Sando. La route est tracée et quand on regarde la tendance depuis la mise en bourse, entre guillemets, eh bien, on ne se pose pas de questions. Il faut un peu oublier le V-shape qu'on a eu sur la période d'avril. On connaît les raisons, mais globalement, vous voyez, the only way is up, baby. On passe maintenant au en vrac de la semaine. Sika, le chimiste de la construction, a vu son objectif de coût raboté par plusieurs analystes après avoir dévoilé vendredi dernier des résultats sur 9 mois en repli généralisé et un vaste plan de restructuration. UBS, toujours eux, a déposé une demande de licence bancaire nationale pour UBS Bank USA. Le numéro 1 bancaire suisse attend une approbation en 2026. Il deviendra ainsi la première banque suisse à obtenir une telle licence. Landis+Gyr, le spécialiste zougois des compteurs électriques, a vu ses ventes se contracter. Il a essuyé une perte nette de 189,4 millions de dollars, reflet d'un correctif de valeur de 193,6 millions lié à la cession en septembre des activités en Europe et au Moyen-Orient et en Afrique. À Aurelius, Galenica a confirmé ses objectifs à moyen terme lors de sa journée dédiée aux investisseurs. Le dividende doit quant à lui être au moins stable. SIG Group a vu sa performance financière s'éroder au troisième trimestre, ses revenus chutant de 6,7% à 769 millions d'euros. Et Sicor annonce le rachat de 2 sites de production à son homologue vaudois Valtronic, l'un aux États-Unis et l'autre au Maroc. Cette opération, dont le montant n'est pas dévoilé, permet en outre à Sicor de se renforcer dans le domaine des technologies médicales. Bucher Industries a profité d'une reprise des commandes entre janvier et septembre qui ont malgré tout été freinées par des incertitudes liées aux droits de douane américains. Des mesures de réduction des coûts, incluant des suppressions de postes, ont été prises. La direction a abaissé l'objectif de marge opérationnelle, désormais anticipé en baisse. Amrise a fait mieux que prévu en termes de vente au troisième trimestre. Au niveau de la rentabilité, en revanche, la performance s'est un peu contractée. La fraîche émanation du géant zougois Holcim a légèrement relevé ses attentes en matière de revenus pour l'exercice 2025. Le fournisseur de logiciels bancaires Temenos s'est envolé de 20%. Les investisseurs ayant visiblement été rassurés par des résultats en progression au troisième trimestre, la direction a relevé ses objectifs pour 2025, se montrant aussi confiante jusqu'en 2028 en dépit des défis macroéconomiques. Chez VZoug, on a lancé un avertissement sur les résultats et la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts. Et Sicor, à nouveau, a profité de son offre d'achat sur le groupe britannique TT Electronics côté à la Bourse de Londres. L'importante opération dont la finalisation est attendue au premier semestre 2026 viendrait valoriser la cible à 303 millions de francs suisses. Cependant, l'actionnaire principal de TT, qui détient 16,5% des actions de la firme d'outre-Manche, n'entend pas soutenir la transaction. Clarion a annoncé une amélioration de sa rentabilité au troisième trimestre. Fontobel a pâti sur les 9 premiers mois de l'année de sortie nette d'argent chez les clients institutionnels qui se désengagent du marché des actions. Avolta, le spécialiste des boutiques hors taxes et de la restauration de voyage, a essuyé un chiffre d'affaires en léger repli au troisième trimestre, pénalisé par des effets de change négatifs. Bystronic a terminé la semaine en apothéose. L'industriel zurichois a signé un accord avec Coherent, entreprise américaine qui va céder pour un montant non divulgué sa division Tools for Materials Processing. Et Anne-Catherine Stoller a été choisie comme nouvelle directrice générale de Barem. L'actuelle responsable de la région Amérique prendra ses fonctions à compter du 1er janvier. Vetropac a souffert de l'abaissement de ses ambitions pour 2025. Le fabricant d'emballage en verre subit de plein fouet la faiblesse de la demande dans ses principaux marchés en Europe. La semaine qui arrive verra donc
donc arriver quelques chiffres économiques qui ne sont pas fournis par l'État, shutdown oblige, comme les JOLTS et quelques ISM qui nous donneront un peu de grain à moudre sur l'autel de la macroéconomie. Et puis je pense que l'on va reparler du shutdown qui battra son record de durée mardi soir. On parle de gros problèmes à venir dans le secteur aérien avec les contrôleurs qui ne veulent plus bosser gratuitement, sont durs quand même, et de plus en plus de gens qui font la queue à la soupe populaire parce que pas de salaire, pas de salaire. Ça pourrait commencer à chauffer socialement aux États-Unis. Et puis on aura aussi les chiffres de l'emploi version ADP dont il va falloir se contenter puisque les NFP, bah là tout de suite, c'est mort, sauf miracle politique, mais là, ça a l'air mal emmanché. Côté trimestriel, nous aurons Palantir, Berkshire Hathaway, AMD, Shopify, McDo, Nintendo, Pfizer, Uber, Toyota, Zurich Assurance ou encore Airbnb. Et puis il y aura aussi Geberit, Barry Callebaut, Swisscom et Adecco. Voilà, on avait attendu cette semaine qui vient de se terminer comme le Messie et on n'est pas plus avancé qu'avant, si ce n'est qu'on a l'air d'avoir de la peine à monter sur les excellentes nouvelles. C'est peut-être un tout petit peu inquiétant pour un week-end d'Halloween. Ou pas. On en parle la semaine prochaine dans tous les Morning Bulls de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker ce Swiss Bliss, de le partager et de le commenter. Excellent week-end à tous, toujours hyper content de vous voir sur cette chaîne. Merci à vous. Très bon samedi, très bon dimanche. Bye bye. Ciao. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.